France Culture. Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40. En tout cas, dans le métier, on l'appelait l'homme affiche, l'homme journal, l'homme d'une idée par jour, mais jamais le Don Juan, le Casanova ou le bourreau des cœurs. Il a une de ces physionomies qui percent les ténèbres et domptent les hasards. Émile de Girardin lui-même. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Bonjour. La presse est volatile par nature. On n'est donc pas étonné que la plupart de ceux qui ont compté de façon essentielle dans l'élaboration de ces avatars successifs aient ensuite sombré dans l'oubli. Les plus lucides parmi eux l'avaient d'ailleurs anticipé. Mais les historiens et les historiennes n'en sont que plus enclins à leur redonner vie, puisque, à partir de leur biographie, c'est tout un monde qu'on fait ressurgir, compte tenu de la place qu'ils ont occupée au centre des réseaux d'influence, à la rencontre des forces politiques au travail, au cœur de tous les enjeux d'une époque. Tel a été visiblement le ressort qui a stimulé Adeline Wrona, professeure à Sorbonne Université, spécialiste reconnue de l'histoire des médias, pour nous donner un beau livre, riche de nombreuses sources nouvelles, consacré à Émile de Girardin. Parmi les tumultes du XIXe siècle, cet entrepreneur hors de pair, aujourd'hui largement ignoré, s'est affirmé en son temps comme l'animateur, l'incarnation, le parrain d'une formidable mutation de la presse. Il a conquis pour elle un vaste public auquel elle échappait jusqu'alors, en inventant à profusion les journaux à bon marché qu'il vendait doublement, comme on l'a dit, à la fois à leur public et à la publicité. Entre les appétits de son lectorat nouveau, les forces de l'argent et les pulsions politiques, il s'est frayé un chemin, jalonné de succès triomphants et aussi de diverses mésaventures, qui ne sont d'ailleurs pas moins instructives que les premiers. La presse, telle qu'elle a été forgée en France par Émile de Girardin, a perduré même au-delà de l'arrivée de l'audiovisuel, et il a fallu les nouvelles technologies pour qu'elles puissent sembler frapper brutalement d'obsolescence. On n'en est que plus porté à en restituer, par l'entremise de cet homme-là, l'énergie, l'influence et les procédés. Adeline Wrona, bonjour. Bonjour. Je vais vous proposer, pour commencer, afin de vous bousculer un peu, de stimuler en vous la défense peut-être de votre homme, même si dans votre livre, cette défense est très pondérée, je vais vous proposer un extrait de Balzac qui dénonce le publiciste, le journaliste, qui peut sembler incarner fort bien notre personnage, votre personnage, Émile de Girardin. C'est une lecture de Guillaume Gallienne sur France Inter, le 3 avril 2010. Le publiciste. Publiciste, ce nom jadis attribué aux grands écrivains comme Grotius, Pufendorf, Bodin, Montesquieu, Blackstone, Bentham, Mabley, Savary, Smith, Rousseau, est devenu celui de tous les écrivassiers qui font de la politique. De généralisateur sublime, de prophète, de pasteur des idées qu'il était jadis, le publiciste est maintenant un homme occupé des bâtons flottants de l'actualité. Si quelques boutons paraissent à la surface du corps politique, le publiciste le gratte, l'étend, le fait saigner et en tire un livre qui souvent est une mystification. Le publicisme était un grand miroir concentrique. Les publicistes d'aujourd'hui l'ont mis en pièces et en font tous un morceau qu'ils font briller aux yeux de la foule. Le journaliste. Première variété, le directeur-rédacteur en chef, propriétaire-gérant.
Cette belle espèce est le marquis de Tuffières du journalisme. Cet individu qui offre toujours une des 4 faces de son quadruple titre tient du propriétaire, de l'épicier, du spéculateur, et comme il n'est propre à rien, il se trouve propre à tout. Les rédacteurs transforment ce propriétaire ambitieux en un homme énorme qui veut être et devient quelquefois préfet, conseiller d'État, receveur général, directeur de théâtre, quand il n'a pas le bon sens de rester ce qu'il est, le portier de la gloire, le trompette de la spéculation et le bonneau de l'électorat. Il fait à volonté passer les articles ou les laisse se morfondre sur le marbre de l'imprimerie. Il peut pousser un livre, une affaire, un homme, et peut quelquefois ruiner l'homme, l'affaire, le livre, selon les circonstances. Je vous dois 2 notes en bas de page. Le marquis de Tuffières, c'est une sorte de personnage ridicule qui a surgi sur la scène au mi-temps du XVIIIe siècle, gonflé de sa personne et toujours un peu dérisoire. Et le bonneau, c'est un liège flottant qui indique pour le typographe l'endroit où l'encre est mouillée. Vous saviez tout ça ? Absolument pas, je suis ravie de l'apprendre. Ce qui frappe à lire votre très beau livre, Adeline Vrenas, c'est que cette vie d'homme s'organise toujours entre la publicité affichée, le faire savoir, et d'autre part, beaucoup de choses cachées, dissimulées. C'est vraiment ce dialogue qui marque tout cet ouvrage et toute cette réflexion sur une vie d'homme. En effet, c'est ce qui m'a frappé aussi dans mes recherches autour d'Émile de Girardin. Et plus j'avançais, plus j'avais le sentiment que ce qu'on savait de lui était d'autant plus brillant et d'autant plus flagrant que ça devait cacher beaucoup de choses à ne pas révéler. En réalité. Enfin, Adeline vint. À vrai dire, j'ai le sentiment qu'il reste beaucoup à découvrir, mais je n'ai pas l'intention non plus de passer toute ma vie avec Émile de Girardin, qui est quand même un personnage un peu particulier, un peu ambivalent, un peu louche, que j'ai appris à aimer, mais malgré tout, voilà, j'en ai, je pense, un peu fini avec lui. Vous avez la bonne distance, celle du biographe qui doit ne pas être hostile, ne pas organiser une sorte de pamphlet rétrospectif ridicule, mais qui néanmoins n'est pas obligé d'être entraîné par une sorte d'adhésion ou d'amour progressif pour l'homme ou la femme dont il parle. Voilà, tout à fait. Je n'étais de toute façon pas tentée par la géographie parce que il avait tellement mauvaise réputation de son vivant que c'est difficile de vraiment d'en faire un héros. Et par ailleurs, il a tellement été moqué, ridiculisé, redouté, caricaturé que ça finit par le rendre attachant. L'ensemble de ces attaques, d'ailleurs, sont une sorte d'hommage à ce caractère rare que vous dépeignez, qui a inventé tant de choses. Oui, tout à fait. En fait, j'ai découvert un véritable massif de propos et de dessins autour de Girardin, notamment tout un fonds de caricatures qui dormait à la Bibliothèque nationale de France. Et les responsables du département images, estampes et photographie étaient eux-mêmes très étonnés de voir à quel point Girardin était devenu une obsession du XIXe siècle. Et en fait, cette obsession, cette hantise aussi qu'on avait de Girardin est en effet la marque de sa puissance. Nous avons sous les yeux la première page d'un journal de caricature qui s'appelait Le Grelot, qui est assez topique à cet égard. Oui, c'est Girardin représenté en pieuvre, c'est la pieuvre Girardin. Donc c'est au moment où Girardin a atteint le sommet de sa puissance dans les années 1870 et où il a effectivement la main sur tout. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il possédait tous les journaux et où il avait des actions dans tous les secteurs les plus porteurs de l'économie de la Troisième République. Secret, faire savoir, ouverture, c'est vraiment l'organisation de votre beau livre qui se fonde sur cela. Et tout naturellement, vous avez décrit son origine qui elle-même vraiment symbolise de façon quasiment métaphorique ce côté caché et dissimulé, puisque c'est un enfant naturel et qui n'a pas cessé toute sa vie, je vous ai lu, de tâcher de sortir de cette situation qu'il détestait. Oui, il est né donc... enfant bâtard, comme on le disait à l'époque, une naissance illégitime qu'on a voulu dissimuler. On l'a éloigné dans sa petite enfance, on l'a éloigné de Paris. Donc son père était un général d'Empire, Alexandre de Girardin. Son nom est sur l'Arc de Triomphe, nous dites-vous. Voilà. Il a apparemment brillé à Austerlitz. Et puis son grand-père est René de Girardin, qui est connu à la fois des amateurs de jardin,
puisqu'il a créé ce magnifique parc qui s'appelle le parc Jean-Jacques Rousseau dans son château d'Ermenonville. Et puis René de Girardin est aussi connu des amateurs de Rousseau, puisqu'il a hébergé Rousseau à la fin de sa vie, et que Rousseau est mort chez René de Girardin. D'ailleurs, Rousseau et Girardin, il y a un lien particulier, puisque son premier roman, il a 20 ans ou à peine, s'appellera Émile, en hommage précisément au fameux livre sur l'éducation des enfants de Jean-Jacques Rousseau. Et on peut même penser que son prénom, Émile de Girardin, lui a été donné en hommage à Rousseau, même si son nom à la naissance n'est pas Girardin, puisqu'il naît sous un faux nom de Lamotte, et que ce nom est emprunté à la femme de ménage de sa mère, Madame Dupuis. Donc c'est une naissance qui est effectivement sous le signe à la fois du montré et du caché, puisqu'il il naît déjà en dehors du domicile de sa mère, ce qui ne se faisait pas dans les très bonnes familles, et il est placé tout de suite dans une maison où on accueillait les enfants de la haute société, mais les enfants qu'on ne pouvait pas garder chez soi. Montrer caché, c'est essentiel, sans entrer dans une psychologie de bazar. Il y a vraiment là une clé d'interprétation de votre Émile de Girardin. Oui, c'est tout à fait ça. C'est montrer qu'on a été caché, ou cacher qu'on se montre. En fait, c'est toute une dialectique qui me semble d'ailleurs très bien fonctionner avec la question de la presse, puisque la presse révèle, et puis la presse cache comment elle révèle. C'est le secret des sources. Donc cette dialectique montrée-cachée, je trouve qu'elle est un véritable moteur de la société d'information, et elle a un moteur sans doute aussi de notre modernité. Et peut-être de votre travail, Lynn Vrenat, puisque vous avez eu le goût d'aller débusquer tout ce que ce personnage avait tâché de dissimuler, et vous avez mis au jour des sources tout à fait nouvelles. Dites-nous-en un mot. J'aime assez faire entrer nos auditrices et nos auditeurs parfois dans l'atelier de l'historien. En effet, il y a eu des sources qui se sont un peu révélées les unes après les autres. La première source est vraiment extraordinaire, et elle m'est arrivée par un hasard, comme il y en a parfois dans la vie d'un chercheur. Qu'on a souvent. Voilà. Ce hasard, c'est un dîner mondain, et j'aime me souvenir de ce dîner un peu comme un dîner à la Delphine de Girardin, où mon voisin de table me dit « Est-ce que tu connais Émile de Girardin ?» Et comme j'étais spécialiste du 19e siècle et de Zola et de la presse, bien sûr, c'était un nom que je connaissais. Et il me dit, eh bien voilà, il est de ma famille et on a ses lettres. Ça t'intéresse? Et bien sûr, ça m'intéressait. Coup au cœur. Voilà, coup au cœur. Il a fallu ensuite plusieurs années pour que j'accède à ces lettres, parce que, en fait, ces lettres n'étaient pas à Paris, mais à Dijon, chez le père de cet ami. Et donc, il se trouve que cette personne était le seul descendant vivant d'Émile de Girardin, une descendance indirecte par le neveu d'Émile de Girardin. Et donc, j'ai d'abord eu entre les mains environ 300 feuilles manuscrites de l'écriture d'Émile de Girardin, qui étaient des lettres inédites de Girardin à son neveu et à d'autres correspondants. Donc une correspondance complètement inconnue que je n'ai pas voulu garder chez moi parce que... C'était imprudent. C'était imprudent, j'avais des enfants jeunes, un chat, enfin bon... Le chat surtout, oui. Voilà, un jeune chat, bon. Et donc j'ai fait déposer par l'héritier donc de ces lettres ce fonds à la bibliothèque de l'Institut à l'Académie française. Et à partir de là, en fait, cette correspondance est entrée dans un large réseau de lettres, puisque je me suis rendu compte que à l'Académie française, il y avait des centaines d'autres lettres. Oui, la bibliothèque de l'Institut, ne pas confondre avec la bibliothèque Mazarin. Voilà, la bibliothèque de l'Institut dormait encore une fois dans les collections toutes sortes de lettres adressées à Girardin par des correspondants très célèbres comme George Sand, Balzac, Thiers, Gambetta, etc. Mais ces lettres n'étaient pas identifiées parce qu'elles étaient à chaque fois classées dans le fond des personnages en question, et donc elles n'intéressaient guère les spécialistes respectifs de George Sand, Balzac, etc. Et donc à partir de mon premier fonds, j'ai fait constituer finalement un fonds Girardin qui s'est enrichi au fil des années. Donc je dois aussi souligner que je n'étais pas seule à ce moment-là pour travailler sur ces lettres. J'ai constitué une équipe de jeunes chercheurs parce que au tout départ, moi j'ai eu même un moment de désespoir en fait quand je me suis retrouvée face à 300 pages dactylographiées de Girardin, parce qu'il avait une écriture absolument épouvantable
et que c'était à peu près illisible et d'un intérêt assez inégal. Donc, je me suis fait aider, en fait, en réunissant un budget aussi, pour pouvoir rémunérer les jeunes chercheurs, parce que c'est un enjeu, voilà, pour exploiter ces lettres. Alors, venons au personnage qui a bénéficié comme cela de votre recherche. Quelle chance il a à titre posthume. Il en avait besoin à cause de l'oubli où il est resté. Vous avez repéré qu'il n'y a pratiquement pas de rue, peut-être ici ou là, une rue à Bourganeuf, parce qu'il a été élevé notamment dans la Creuse. Oui, il y a une petite rue Émile de Girardin à Bourganeuf, où il a été député plusieurs fois. Mais il n'a pas l'honneur comme Armand Carrel, dont on reparlera sans doute. Sûrement, de façon dramatique. Voilà, d'avoir une place en plein Paris, devant la mairie du 19e arrondissement. Et tous les lieux qu'il a habités sont désormais complètement anonymes. En fait, on pourrait très bien faire un parcours Girardin qui serait un guide touristique du Paris de la presse, d'hôtel en hôtel particulier, mais il n'y a aucune marque de sa présence. Alors, il faut maintenant le retrouver à Paris, ce jeune homme, cette sorte de mi-Rastignac, mi-Rubempré, qui veut se saisir de Paris à nous deux, et qui, assez vite, effectivement, grâce notamment à ce roman que nous évoquions il y a un instant, Émile, mais à d'autres activités, tout à coup trouve sa voix, son originalité, son influence. Oui, il va trouver sa voix dans la presse. En fait, comme beaucoup de personnages balzaciens, comme Balzac lui-même d'ailleurs, Girardin aurait aimé faire carrière dans les lettres. Il aurait aimé en fait devenir riche par sa plume. Devenir riche tout court, c'était son objectif pour monter dans la société et conquérir en grattant la terre si nécessaire. C'était ce qu'il disait, gratter avec les ongles s'il fallait pour découvrir le minerai qui allait le rendre célèbre. C'est ce qu'il écrit dans sa biographie. Se venger de sa bâtardise. Voilà, se venger de son obscurité initiale, en quelque sorte. Il a tenté plusieurs carrières très brièvement, dont la carrière militaire, mais contrairement à son père, il était chétif et sans doute avait-il aussi un léger strabisme, ce qui lui interdisait l'armée. Et donc il publie un premier livre qui a un succès d'estime, mais qui ne lui rapporte pas d'argent. Et sa fortune va commencer le jour où il crée son premier journal. Très intéressant, et le nom est tout à fait significatif. Voilà, c'est un journal qui exploite une idée absolument géniale. Le journal s'appelle Le Voleur. Il ne cache pas son jeu. Non, il ne cache pas son jeu, pour le coup. Et c'est un journal qui revendique d'être fabriqué avec de la colle et des ciseaux, puisque c'est un journal qui vole son contenu dans les autres journaux. C'est-à-dire qu'il va reproduire des articles parus dans d'autres journaux en exploitant une faille juridique, qui est une faille du droit d'auteur. À cette époque, donc on est en 1828, le droit d'auteur ne protège pas les auteurs contre la reproduction dans les journaux. Elle ne protège que contre la reproduction, la contrefaçon des livres. Et encore, le droit d'auteur ne se précisera, ne s'affirmera que dans la seconde moitié du 19e siècle. Voilà. À hauteur nationale et internationale. Tout à fait. Et donc, Girardin, avec son premier journal, Le Voleur, investit un petit budget qu'il a réussi à réunir par ses activités précédentes. Il investit un petit budget totalement dans la publicité et rien, évidemment, dans l'écriture, puisqu'il n'y a pas de journaliste, tout est volé aux autres journaux. Et pour ce qui est de la fabrication matérielle, il fait tout à crédit, il s'endette, en fait, auprès d'un imprimeur, il s'endette pour acheter le papier, et il lance ce journal en prétendant rendre service à ses lecteurs, puisque, grâce à lui, eh bien, au lieu de devoir acheter plusieurs journaux, les lecteurs achèteront un seul journal et ils auront le meilleur de tout ce qui se publie dans la presse contemporaine. Ensuite, il publie un autre journal, le journal des connaissances utiles, et peu à peu, le début, non pas de son empire, mais d'une certaine principauté dans la presse, commence à se dessiner. Voilà, le Voleur est un succès immédiat, et il lui rapporte 2 fois plus que ce qu'il a investi. L'idée lui est évidemment immédiatement volée, c'est-à-dire qu'on va voler le voleur. Il va d'ailleurs tenter d'intenter un procès à ceux qui lui volent son idée, mais bien entendu, il le perd avant de le commencer parce que c'est le voleur volé. Et avec l'argent qu'il tire du voleur, il crée immédiatement d'autres journaux. Donc d'abord, c'est la mode. Donc un journal qui a 3 intérêts, dit-il, la mode, la femme à la mode.
Et puis, la mode fonctionne très bien, lui rapporte de l'argent. Avec cet argent, il crée le journal des connaissances utiles qui, là, va être vraiment un énorme succès. La mode, c'est vraiment l'action d'un précurseur quand on pense à la suite de l'histoire des journaux féminins jusqu'à notre temps. Voilà, alors c'est sans doute un des premiers magazines féminins. Il y avait déjà le journal des dames, il n'est pas tout à fait le premier, mais là où il innove, c'est encore une fois sur le modèle économique, puisque il va inventer dans la mode l'annonce payée, l'annonce déguisée en quelque sorte, le publi-reportage, en faisant écrire des articles qui font l'éloge de certains magasins parisiens et qui le font avec une très belle plume, puisque dans la mode, Girardin fait intervenir certains des plus grands écrivains de son temps, comme Balzac, George Sand, etc. Là, c'est vraiment une invention d'Émile de Girardin qui nous intéresse, lui, d'aujourd'hui. On a commencé à dire que la presse vendait ses lecteurs aux industriels. Oui, on peut considérer que Girardin est un de ceux qui font apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui les industries culturelles. On parlait à l'époque notamment de littérature industrielle. C'est Sainte-Beuve qui s'insurge très tôt, dès 1839, contre ce qu'il considère comme une véritable calamité, c'est-à-dire le fait de vendre la littérature à l'industrie, au commerce. Et Girardin fait partie de ceux qui ont le plus vite compris qu'il y avait dans le développement d'une nouvelle économie en France, au XIXe siècle, les moyens de rendre la culture plus accessible. En fait, Girardin, comme Balzac d'ailleurs, constate qu'il y a dans la population des classes moyennes et des classes supérieures une nouvelle soif de culture, une soif de lecture, l'alphabétisation progresse, mais la bourgeoisie est en essor, la moyenne bourgeoisie, la petite bourgeoisie en particulier. Voilà, Balzac parle de nouvelles masses lisantes. Et en fait, ces masses lisantes ne trouvent pas de quoi se nourrir avec le livre, parce que le livre, sous la monarchie de Juillet, reste encore rare et cher. Et donc, il faut fournir à cette nouvelle classe de lecteurs un produit à leur portée. Un produit, bon, bien sûr, si on accepte de parler de la culture comme d'un produit, ça peut encore choquer à l'époque et sans doute encore aujourd'hui. Et la solution pour rendre la culture accessible, ce n'est pas le livre, c'est le journal, à condition de rendre le journal rentable. Et pour le rendre rentable, donc plus accessible et meilleur marché, il n'y a pas d'autre solution que la publicité. Écoutons donc un texte de lui-même qui explique sa vision de la presse. C'est un extrait d'une citation vraie, mais extrait d'un feuilleton de Pierre Duprier et Serge Martel en mars 87. Il y a 3 éléments qui vont jouer en faveur de nos quotidiens respectifs. Premièrement, l'intérêt croissant des bourgeois et du peuple pour la chose politique. Deuxièmement, l'élévation du niveau des classes aisées et des masses populaires. Troisièmement, l'industrialisation des méthodes de fabrication des journaux et l'emploi de plus en plus courant de papier à base de fibres végétales. Toutes choses qui devraient avoir pour effet d'augmenter la diffusion de la presse quotidienne en abaissant du même coup son prix de vente. Vous le retrouvez là, votre Girardin, Adeline Vrona? Oui, absolument. C'est la fameuse équation, ce qu'on va appeler le modèle Girardin d'ailleurs, qui consiste à mettre en relation le public et la publicité. Il faut d'autre part marquer que dans la société littéraire de son temps, il s'affirme comme important à ce moment-là. Ses rapports avec Balzac ne sont pas sans intérêt. Oui, il y a une amitié, une amitié et une inimitié entre Balzac et Girardin qui m'a beaucoup amusée et qui, je pense, mériterait un livre, un feuilleton, une série en soi. Vous nous la promettez? J'aimerais. C'est un appel d'ailleurs. Il sera sûrement entendu. Parce qu'entre Balzac et Girardin va se nouer une alliance assez tumultueuse. En fait, Balzac est un peu un Girardin qui n'aurait pas le sens des affaires, et Girardin est un Balzac qui n'aurait pas le talent de plume. Donc ils se complétaient parfaitement. Ils s'aiment et ils se détestent du coup. Voilà, ils ont besoin l'un de l'autre. Inévitablement, en fait, Balzac a un peu les mêmes idées que Girardin. Balzac veut lui aussi faire fortune, et d'ailleurs,
comme Girardin, il va conquérir son identité, puisque il s'arroge tout seul une particule qu'il n'a pas. Il est né Honoré Balzac. Il va devenir Honoré de Balzac après La peau de chagrin. Balzac va lui aussi créer des journaux, mais il échoue. Il va essayer de monter une imprimerie, il s'endette. Il a un problème de fashion victime. En fait, Balzac est très dépensier, il est très sensible à la mode, et il ne sait pas garder son argent, alors que Girardin, apparemment, avait peu d'appétit pour les choses matérielles, et en fait, investissait tout ce qu'il gagnait. Donc, avec Balzac, Girardin va créer plusieurs journaux. En fait, on ne sait même pas exactement la liste complète des journaux qu'ils ont créés ensemble, parce que Girardin est un peu derrière toutes les entreprises médiatiques qui se fomentent dans ces années 30. Mais il va en tout cas commencer par voler Balzac dans Le Voleur. Donc il lui vole des morceaux de ses romans. Puis Balzac... Est-ce que c'est pour ça que Balzac a écrit le texte très sévère que je vous ai donné à entendre tout à l'heure? C'est tout à fait possible que Balzac se venge de Girardin, mais en même temps il se venge de tous les journaux d'une façon très contradictoire, parce que Balzac a écrit dans la presse énormément. Il s'est formé dans la presse. Il a survécu dans la presse à un moment où ses journaux ne fonctionnaient pas. Et malgré tout, il conclut sa monographie de la presse parisienne, dont on a entendu un extrait, par une phrase qui est restée, qui est « Si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer ». Ce qui est de très mauvaise foi, parce que sans la presse, il n'aurait sans doute pas réussi à écrire la comédie humaine. Il s'est plié à la règle du feuilleton, qui est une autre invention de Émile de Girardin, le Ré de Jardin en première page. Il donne un livre qui s'appelle La vieille fille. C'est ça. En fait, Girardin, quand il invente son fameux modèle économique, qui est le modèle de la presse bon marché, va adosser cette innovation économique sur une véritable révolution éditoriale qui consiste à proposer chaque jour un petit morceau de fiction sur le mode du « à suivre ». Donc il invente la série, il invente la culture sérielle. Qui va avoir ensuite un immense succès avec Eugène Sue, Ponson du Terrail, etc. Et toujours, ça se termine toujours, l'homme ouvrit la porte du salon, le spectacle qu'il vit le glaça d'horreur, à suivre. Bien, nous allons retrouver nos sympathiques héros demain. Voilà, c'est ça, c'est ce modèle du à suivre, et c'est Balzac qui est le premier auteur de romans feuilletons dans l'histoire de France, peut-être l'histoire mondiale, avec La vieille fille. Donc Balzac signe avec Girardin un contrat pour ce roman qui sera publié par épisode. Et le problème, c'est que Balzac va être très irrégulier dans la livraison des épisodes. En fait, il fournit les premières livraisons, et puis après il disparaît. Donc dans la fameuse correspondance que j'ai trouvée à l'Institut de France, il y a des lettres de Girardin, d'abord inquiet, puis en colère, puis vraiment furieux, qui cherche Balzac partout, qui lui dit êtes-vous encore de ce monde, monsieur de Balzac, parce que il n'a pas les épisodes à suivre de La vieille fille, donc il doit suspendre, faire attendre le lectorat, puis finalement Balzac revient. En fait, Balzac avait signé d'autres contrats avec d'autres journaux en même temps. Il faut revenir maintenant à un autre aspect de cette personnalité, l'art qu'il a eu d'être présent dans des salons, et en particulier de s'assurer la collaboration d'une femme fondamentale, une personnalité sur laquelle je voudrais, Adeline Vrenac, que nous attardions un instant. C'est Delphine Gay, Delphine de Girardin. Parlez-nous d'elle. Oui, c'est une femme assez extraordinaire, qui est un très beau personnage. Effectivement, c'est la femme qui est derrière les journaux, comme le disait la citation qu'on a entendue tout à l'heure. Donc Delphine Gay était considérée par les romantiques comme leur muse. On l'appelait la muse de la patrie. Sa mère était déjà une femme de lettres. Voilà, Sophie Gay était une des plumes très brillantes du Directoire, une des merveilleuses du Directoire, qui était une femme riche et puis qui a été ruinée en fait par d'abord la défaveur de son mari, puis la mort de son mari. Et donc Delphine, dans sa jeunesse, est devenue un peu l'espoir pour sa mère d'une nouvelle fortune.
Les mauvaises langues disaient que Delphine était le piédestal sur lequel sa mère espérait retrouver la gloire. Curieuse formule. Oui, curieuse formule. C'était une jeune femme très très douée, une poétesse très précoce en fait, qui à 19 ans a remporté des prix académiques et qui a reçu une pension sous la Restauration, une pension royale, pour écrire de la poésie. Et elle était à la fois belle, brillante, aimable, piquante, donc un personnage très fascinant, mais qui s'est trouvé sans fortune et surtout sans famille dans une société de la Restauration où finalement la noblesse était redevenue une priorité. Donc les choses se sont mieux passées sous la monarchie de Juillet après 1830 et, voilà. et elle signe naturellement un nom d'homme. Voilà, Girardin va lui inventer une nouvelle carrière qui est une carrière de journaliste en l'embarquant en quelque sorte dans ses journaux. Et ce qui est intéressant, c'est que Girardin a rencontré une femme poète, une muse, et il en a fait une grande prosatrice en fait. C'est avec Girardin qu'elle s'est mise à la prose et qu'elle est devenue journaliste. Donc elle a tenu pour la presse de Girardin une chronique qui s'appelait Les Lettres parisiennes sous un nom d'homme, le nom du vicomte de Launay. Vous dites qu'elle était poète. Écoutez donc ce bref poème consacré à Émile de Girardin. Je pense que s'il n'était pas ingrat, il a dû être heureux de le lire. Je le vis. Des plus fiers l'estime l'honorait. Que j'aimais ce front calme et ce cœur agité. Au monde avec courage il dérobait ses pleurs. Moi je les devinais sous sa fierté frivole. Je dis, l'amour coupable a causé ses malheurs. Oh, qu'un amour pur le console. L'amour coupable a causé ses malheurs. Nous nous attardons pas sur les gambades de Girardin. Ne faisons pas un gala rétrospectif, mais écoutons ce que Théophile Gautier a dit de Delphine de Girardin. Beaucoup étaient quelque peu amoureux d'elle. J'ai eu la chance d'être un ami très proche de Delphine. Je la voyais chaque jour. Et je ne sais pourquoi, car mon tour de taille est tout à fait normal, elle m'avait surnommé mon éléphant. La première fois que je l'ai vue, c'était à la fameuse bataille d'Hernani. Quand elle entra dans sa loge, nous l'accueillîmes par une triple salve d'applaudissements. C'était une déesse descendue de l'Olympe pour nous charmer, pauvres mortels. Elle était grande, blonde, marmoréenne en quelque sorte, et justifiait son surnom de muse de la patrie. Elle détestait le mensonge et la lâcheté. Quelques années après, grâce à Victor Hugo, je la revis de plus en plus souvent. Et puis chaque jour, que de soirées intimes et délicieuses nous passâmes auprès d'elle. Lamartine, Hugo, Sue, Balzac, Dumas aimaient venir converser dans son salon. Elle savait consoler nos défaillances, nos découragements. Que de fois nous sommes partis joyeux après être entrés chez elle tristes et abattus. Vous doutiez de votre esprit, elle vous renvoyait spirituel. Vous vous croyiez épuisé, tari, sans idée, elle vous en faisait naître 1000. Nous lui faisions don de notre amitié. Et à son tour, elle nous défendait comme une lionne. Et pourtant elle était douce. Bon garçon, disait Lamartine. Elle avait l'amour du beau, du vrai et du bien. Non, je ne l'aimais pas, mais de bonheur et mieux, ma sœur, je me sentis rougir en l'écoutant. Je fus son regard, je tremblais à sa vue. Oui, nous avons conclu cette citation avec une mélodie de Franz Liszt, qui était également un ami de Delphine de Girardin. Non, je ne l'aimais pas, mais de bonheur ému, ma sœur, je me sentais rougir en l'écoutant. Je fuyais son regard, je tremblais à sa vue, il m'aimait tant. Bon, il faut quitter Delphine de Girardin, quelques regrets que nous en ayons, Adeline Bronnat, pour en revenir à Émile, qui a fondé la presse. C'est un moment essentiel. Il vient concentrer là toutes les idées qu'il a sur des journaux modernes, en changeant tout.
Oui, la presse, on peut considérer que c'est un véritable coup de force. C'est une révolution médiatique. Certains de mes collègues parlent de l'an 1 de la civilisation médiatique. 1836. 1836, voilà. Avec la création de ce journal. Donc, c'est le premier journal quotidien que crée Girardin. Et c'est le premier journal moderne parce que son principe de fondation, c'est de diviser le prix de vente par 2 par rapport à ses journaux concurrents. Donc l'idée de Girardin, c'est que en divisant le prix de vente du journal par 2, on augmentera presque mécaniquement le nombre de lecteurs, c'est-à-dire on multipliera le nombre de lecteurs par 2. Et ça marche. Ça marche. Le problème, c'est que si on divise le prix de vente par 2, le journal risque d'être vendu à perte, parce que ça coûte cher de fabriquer un journal, surtout si on paye les journalistes cette fois. Et donc, pour financer cette invention, en fait, Girardin va transformer le fonctionnement du marché publicitaire dans la presse. C'est-à-dire que il modifie le calcul du prix de l'annonce en indexant le tarif de la publicité sur le nombre des lecteurs. Ce qui est logique, puisque si le journal est vendu 2 fois moins cher et vu par au moins 2 fois plus de personnes, la publicité sera beaucoup plus rentable et donc les annonceurs devront payer plus cher pour avoir une publicité plus rentable. C'est ce qui fonctionne, par exemple, aujourd'hui pour les chaînes de télévision. Les études d'audience permettent de moduler le prix de l'achat de la publicité. La presse, en somme, vend ses lecteurs aux industriels, comme on l'a dit. Ce qui me fait penser au mot qu'a eu Patrick Lelay, l'ancien président de TF1, quand il disait qu'il revenait à la télévision de vendre aux annonceurs le temps de cerveau disponible des spectateurs. Mais en même temps, tout ce succès, évidemment, éclatant, insolent, provoque beaucoup d'hostilité à Émile de Girardin. Il commence à être détesté d'un peu partout. Oui, c'est un vrai scandale, en réalité, parce que ce journal va écraser la concurrence. Et d'ailleurs, la concurrence va tout de suite s'aligner sur ce modèle, c'est-à-dire que tous les journaux importants vont adopter le même tarif et le même calcul publicitaire et aussi le même principe du roman feuilleton. Mais on lui en veut beaucoup d'avoir imposé ce coup de force, d'autant que il le fait dans un premier numéro où il accuse les autres directeurs de journaux d'être de mauvais gestionnaires, voire d'être de malhonnêtes financiers. Il prenait des risques alors qu'il ne détestait pas, lui, les manœuvres financières occultes. Voilà, mais il le faisait peut-être plus discrètement. Et donc, pour défendre son innovation, il accuse les autres journaux de vendre plus cher pour, en fait, s'enrichir aux dépens du lecteur. Et dans ces accusations, certains sont nommément visés et ça va provoquer énormément de réactions très violentes. En fait, on a peut-être du mal à imaginer la violence qui pouvait régner alors dans les journaux et les attaques ad hominem qu'on pouvait y trouver. Et donc, immédiatement, avant même le premier numéro, c'est-à-dire entre le moment où paraît le prospectus qui annonce le journal et le premier numéro du journal, on va voir dans des journaux concurrents paraître des articles qui attaquent très violemment Girardin en rappelant, par exemple, sa naissance illégitime et en expliquant que finalement il est venu de nulle part, on ne sait pas d'où il sort et comment se fier à un personnage dont les origines sont si obscures. Même si c'est plus acceptable sous la monarchie de Juillet qu'au temps de la Restauration et de Charles X, cela conduit à un moment paroxystique qui a laissé beaucoup de traces dans les mémoires, en tout cas à l'époque. C'est son fameux duel avec Armand Carrel du journal rival qui s'appelle Le National. Armand Carrel qui apparaissait comme le leader du parti républicain avec beaucoup de talent, de force et de rayonnement. Oui, alors c'est effectivement parmi les personnes incriminées, il y a Armand Carrel qui va intervenir dans la polémique autour de Girardin et auquel Girardin va répliquer de façon pleine de sous-entendus, en fait, en laissant entendre que certains de ceux qui l'attaquent feraient mieux de ne pas trop insister parce qu'il sait sur eux des choses qu'il n'aimerait pas voir révélées. Il a dans son bureau, semble-t-il, beaucoup de notes rouges sur les personnages. Encore un procédé qui
ne vous le rend pas extrêmement sympathique. Mais qui renvoie encore à cette question du montré et du caché, qui encore une fois est le moteur de la vie médiatique. Parce qu'en fait, donc, il y avait cette légende, en effet, que Girardin avait des renseignements dans un grand meuble, et que il aurait des fiches sur Armand Carrel, qui lui-même vivait une relation illégitime avec une femme mariée, qui ne pouvait pas divorcer, puisque le divorce n'existait pas à cette époque. Donc, un duel qui illustre cette pratique qui a duré jusqu'en 1914. En l'occurrence, c'est un drame, puisque si Girardin est blessé, c'est un duel au pistolet, est blessé à la jambe, Carrel est blessé à l'aine, et après une très douloureuse agonie, il meurt. Oui, Carrel a provoqué en duel Girardin, qui ne voulait absolument plus se battre en duel. Il s'était déjà battu plusieurs fois. Il s'était déjà battu 2 fois en duel, puisque être journaliste au 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, c'est nécessairement savoir se battre en duel. Mais Carrel voulait laver son honneur, et peut-être même avait-il une sorte de pulsion de mort qu'on trouve chez certains témoins, enfin dans certains récits du duel. Et donc le duel a lieu effectivement à Saint-Mandé, au bois de Vincennes, côté Saint-Mandé. Et malheureusement, malgré lui, Girardin va blesser mortellement Carrel. Il faut dire que le duel est une pratique ignorée des milieux d'affaires, des industriels, mais qui est très très présente dans le monde des journalistes et des hommes politiques. Les journaux commencent d'organiser dans leur sous-sol des salles d'armes pour préparer leurs rédacteurs à ces moments-là. Donc c'est un sujet en effet tout à fait digne d'intérêt. Et on voit en tout cas Chateaubriand, désolé, il aimait beaucoup Carrel. Il dit Carrel nous a quittés pour une querelle qui ne valait pas un cheveu de sa tête. Et il ajoute, le duel, bien que supplément obligé aux lois qui ne connaissent pas les offenses faites à l'honneur, est affreux, surtout lorsqu'il détruit une vie pleine d'espérance et qu'il prive la société d'un de ces hommes rares qui ne viennent qu'après le travail d'un siècle dans la chaîne de certaines idées et de certains événements. On critiquera énormément, naturellement, Girardin pour ce qui s'est passé là, à telle enseigne que lors d'une cérémonie ultérieure où on évoque cette mort tragique, il vient lui-même dire qu'il regrette le duel et qu'il souhaite qu'il soit supprimé. En venant me mêler à cette grave et douloureuse solennité, nul de vous ne se méprendra sur le sentiment qui m'y amène. Je réponds à un noble appel qui m'a été adressé. Si les regrets que j'éprouve de la perte fatale et prématurée du citoyen éminent qui avait donné à ses croyances républicaines le double éclat d'un rare talent et d'un courage éprouvé, si ces regrets avaient pu être accrus, ils l'auraient été par les événements qui viennent de s'accomplir. Dire que le citoyen Armand Carrel manque à ces événements, c'est rendre à sa mémoire l'hommage le plus flatteur. Je me trompe. Il est un hommage plus digne d'elle que nous pouvons lui rendre. C'est de demander au gouvernement provisoire qui vient de se glorifier en abolissant la peine de mort qu'il complète son œuvre en proscrivant le duel. On est là naturellement, Adeline Vrenat, juste après la Révolution de 48 qui a mis à bas la monarchie de Juillet et Louis-Philippe et créé la République. Alors, certains esprits changent. D'ailleurs, ça éclaire le fait qu'il était toujours assez difficile de situer les convictions d'Émile de Girardin aux différents moments. Vous montrez bien, avec quelques cruautés d'ailleurs dans votre biographie d'Émile de Girardin, que sa ligne n'est pas toujours très claire. Il faut peut-être y insister. Est-ce que c'est le fait finalement de sa profession de journaliste? Est-ce qu'il s'adapte un peu comme un caméléon sur une couleur? Eh bien, après toutes ces années en compagnie d'Émile de Girardin, je ne suis toujours pas sûre du motif qui explique ces changements de position politique, parce que on a l'impression qu'il est extrêmement sincère à chaque fois qu'il change d'avis. Il est sincère dans ses virevoltes, en quelque sorte. Ce qui est sûr, c'est que Girardin est un homme de presse et un homme d'affaires, et que si on veut faire des affaires, on ne peut pas vraiment se permettre de rester longtemps dans l'opposition. Et c'est ce qui l'amène à finalement renoncer à des partis qu'il a pris en quelques mois. Donc c'est par exemple très caractéristique effectivement en 48, où en fait il fait partie de ceux qui veulent l'avènement de la République,
mais très rapidement, il n'est plus du tout en accord avec le gouvernement républicain, et c'est d'ailleurs le moment où il va être emprisonné et mis au secret, comme il le raconte dans un petit livre qu'il écrit en prison, Journal d'un journaliste au secret, parce qu'il est trop bruyant dans ses critiques de la République. Donc Girardin, qui était... Oui, j'ai ce petit livre sous les yeux, et il a choisi comme épigraphe une phrase extraite de son journal, La Presse: « Toute indépendance doit s'expier ». Cette indépendance, elle se marque en effet par une succession de points de vue assez différents. C'est l'époque où il écrit dans sa profession de foi un moment de sincérité. « Si je suis républicain tardif, je suis républicain convaincu. Sur des questions de réforme et d'organisation, j'ai souvent changé d'avis. Vraisemblablement, j'en changerai souvent encore. Car tant que je ne crois pas avoir trouvé, je cherche toujours. » Il ne connaissait peut-être pas encore le mot prêté à Edgar Faure. Ce n'est pas la girouette qui bouge, c'est le vent. Oui, tout à fait. Alors cette citation est particulièrement savoureuse parce qu'en fait, c'est aussi un tract électoral qu'il prépare au moment de se présenter pour être élu député. Et on se demande comment des électeurs peuvent avoir envie de voter pour un candidat qui dit qu'il a changé d'avis et qui changera encore d'avis. Donc il a épousé à peu près toutes les positions politiques possibles à son époque, jusqu'à créer un mouvement parlementaire, plutôt à la fin de sa vie, qui s'appelle le mouvement des conservateurs progressistes. Allez comprendre. Voilà, où il draine assez peu de monde en fait. Il est relativement seul dans son mouvement, mais ça sonne aussi assez contemporain. D'ailleurs, je vais vous proposer, ça sera notre dernière citation, une chronique du vicomte de Launay, Delphine de Girardin, sur les députés flottants. C'est un texte qui remonte à mai 1840. Après l'avoir écouté, vous nous direz à nouveau si vous trouvez qu'il sonne contemporain. Dans le monde politique, certains défauts sont des trésors. Être versatile, n'avoir ni caractère ni principe, c'est se créer un bel avenir de puissance et de crédit. Le député sans conscience, honoré du nom de député flottant, est l'arbitre de tous les destins. Car chacun attend tout de lui. Il est l'intérêt de tout le monde. C'est à qui le captivera. On s'empresse de lui plaire, on l'accable de prévenance, il est invité partout. La veille d'un vote important, on dresse ordinairement 2 listes, 3 quelquefois. Oh, merveille! Le nom du député flottant se trouve sur les 2 listes. Les 3 quelquefois. Les ministériels se disent « Il est des nôtres, un tel a répondu de lui ». Les hommes de l'opposition s'écrient « S'il est des nôtres, certainement, c'est X qui nous l'amène ». Quand il a voté, n'importe avec qui, vous le croyez séduit? Non, vraiment. Il a donné un gage, rien de plus. C'est une célimène politique, toujours compromise, mais jamais perdue. Alors, Adeline Wrona, vous le transposeriez, ce député flottant, jusqu'aujourd'hui? On sait bien que quand il y a un système proportionnel, cela crée l'apparition de petits partis, de personnages, des groupes charnières, comme on disait sous la Troisième, et qui vont assécher leur soutien éventuel au gouvernement. Je pense que Girardin incarne une sorte de centre qui est assez moderne. En fait, c'est un centre favorable au progrès, plus ou moins soucieux du partage des richesses. En fait, il hérite très clairement de la pensée saint-simonienne. Donc, il pense, je pense, à mon avis, de façon très sincère, que s'il s'enrichit suffisamment, il enrichira les autres, un peu... le ruissellement. Voilà, par ce fameux ruissellement. Et si les autres ne s'enrichissent pas encore assez, c'est qu'il doit devenir encore plus riche, en fait. Et donc, il faut le laisser faire. Donc, tout ce qui peut limiter ses menées dans le monde des affaires serait défavorable, en fait, au progrès de tous. Bon soutien à la bonne conscience. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ce qu'il exprimait déjà quand il avait créé son journal des connaissances utiles, cette idée qu'on peut s'enrichir par le savoir et que tout cela va favoriser ce qu'il appelait l'émancipation intellectuelle, puisque il a quand même créé au tout début de sa carrière une fondation privée qui s'appelait la Société nationale pour l'émancipation intellectuelle. Et cette société lui permettait de lever des fonds à travers son journal pour investir dans toutes sortes de secteurs économiques aussi variés que une école d'agriculture, des mines de fer, des nouvelles techniques pour des machines agricoles, ou bien des maisons d'édition. Décidément, il n'y a pas de frontière claire entre le monde de la presse de son temps et des activités de caractère commercial ou industriel.
Oui, tout à fait. Et plus l'industrie se développe, et plus la presse va se mêler à ces nouvelles industries. C'est le cas, par exemple, pour l'industrie des chemins de fer, qui devient évidemment un secteur énorme dans la seconde moitié du 19e siècle, et où Girardin va investir, alors là, pour le coup, de façon très occulte. Sous le Second Empire. Sous le Second Empire, et encore plus sous la Troisième République. Donc il va contracter un énorme marché sous la Troisième République qui repose sur une sorte de chantage, en fait. Les ministres en place lui accordent une participation dans la construction du réseau secondaire. On est tout près du plan Freycinet. En échange, Girardin s'engage à ce que les journaux qu'il possède, plus ou moins directement, s'engagent pour le camp républicain dans un moment où la République n'est pas très consolidée. Vous parlez à bon escient des chemins de fer. Je pense au rapport de Pelletan pour la loi de 81, la loi de la liberté de la presse en juillet 81, qui disait grâce à la vapeur et l'électricité, la presse va pouvoir tenir toute la nation comme sur un forum de l'Antiquité. On retrouve chemin de fer, électricité. Il a le temps de connaître ça puisqu'il meurt. Il meurt en avril 81, juste avant l'adoption de cette loi, qui est un peu sa fille. Oui, c'est la question de la liberté de la presse, c'est peut-être le seul point sur lequel Girardin n'a jamais changé d'avis. Il a à peu près tout exploré comme option politique et dans tous les sens, mais sur la question de la liberté de la presse, il n'a jamais varié, notamment parce qu'il était convaincu que libérer les journaux, c'était augmenter la richesse collective, non seulement en termes d'idées, mais la richesse matérielle, parce que Girardin avait vécu à une époque qui, pour le coup, est assez exotique pour nous aujourd'hui, une époque où les journaux rapportaient vraiment beaucoup d'argent, et où donc plus il y avait de journaux, et plus il y avait de l'argent qui revenait aussi aux caisses de l'État, puisqu'il y avait des taxes qui étaient versées par les journaux. Donc la richesse collective s'augmentait par la liberté de la presse, et donc il est effectivement à la tête de la commission parlementaire chargée de rédiger la loi de 81, et ça va occuper les 4 dernières années de sa vie. Et donc c'est tout un symbole. Il est vivant au moment du vote de la loi, mais il va mourir avant les décrets d'application. Il meurt en avril et la loi entre en application en juillet 1881. Et d'ailleurs, il est assez logique de trouver en lui le parrain de la loi de 81 à cause de cette permanence dans son combat, et aussi parce que, avec tout ce que sa vie d'affairiste a représenté, il incarne les dangers d'un trop de liberté qui avait fait penser à l'extrême gauche qu'un régime ne pourrait pas tenir avec une telle liberté, à l'extrême droite aussi, et qui a conduit à une presse de la Troisième République marquée par d'immenses talents qui peuvent s'exprimer grâce à la liberté, et aussi par une vénalité qui, après coup, apparaît comme impressionnante. Il touche, par exemple, lui-même de l'argent du gouvernement turc et du gouvernement russe, c'est ça? Oui, il a lui-même reçu des subsides assez impressionnants, et on voit ça dans les dossiers des archives de la préfecture de police, qui traquent en fait tous les montants qui lui sont versés, notamment par la Russie. Par exemple, donc il reçoit des sommes d'argent liquide en direct, et puis la Russie va aussi lui acheter des abonnements à ses journaux, autoriser ces journaux à être diffusés en Russie, tout cela pour qu'il fasse campagne aux côtés du tsar en France contre l'Empire ottoman, mais d'un autre côté, Girardin reçoit chez lui des représentants de l'Empire ottoman. Ça, on le trouve dans sa correspondance, où il organise des dîners. Donc, programmer les dîners et faire en sorte que les convives s'entendent bien, c'est un énorme travail à la fin de sa vie. Donc, il touche de l'argent ainsi. Et puis, on se rend compte aussi dans ses archives qu'il a acheté des centaines de milliers d'actions dans la Société du Canal de Panama. Donc, comme il meurt en 81, il va mourir avant l'éclatement du scandale, mais il est vraiment au cœur de ce tournant qui voit les journaux, une fois libérés, être la proie de toutes sortes d'intérêts d'affaires de plus en plus colossaux, en fait. Nous venons donc, Adeline Vrona, grâce à vous, de suivre le destin d'Émile de Girardin. Vous diriez que son influence, ce qu'il a de représentatif, de symbolique, parfois de métaphorique, a duré jusqu'à quand?
Moi, je dirais que ça dure encore aujourd'hui. En fait, je le vois... Malgré les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux eux-mêmes, puisque ce qu'on voit, c'est que dans certains pays dits démocratiques, en fait, les hommes de médias se tiennent aux côtés des hommes politiques, et ce qui fait le danger et la force en même temps de ces nouveaux empires médiatiques, c'est qu'ils sont hégémoniques. Et c'est bien contre ça que Girardin avait voulu garantir la presse, en disant que plus on libérait les médias et plus les médias se neutraliseraient les uns les autres, dans un régime médiatique tel que celui qu'on connaît aujourd'hui, le danger vient de ce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir des médias les uns contre les autres. Donc l'influence de Girardin, je la vois encore aujourd'hui dans le mélange entre le monde des affaires, le monde de la finance et le monde de la presse. C'est sans doute la loi inévitable de la liberté d'expression, et en même temps ça fait un peu peur. Et cependant, désormais, les nouvelles viennent d'un grand nombre de sources différentes, ce qui n'était pas le cas à l'époque, ce qui peut conduire à relativiser ou à diminuer le poids de la presse écrite notamment. Oui, les nouvelles viennent de partout, les sources se multiplient. Il n'aurait pas aimé cela. Il n'aurait sans doute pas aimé cela. Je pense qu'il aurait investi largement dans les nouveaux médias. En revanche, la loi de la mesure d'audience n'a jamais été si puissante qu'aujourd'hui, puisque sur les réseaux sociaux également, la mesure d'audience qui se fait maintenant par les clics, les tags, les cookies et autres dispositifs est désormais assurée industriellement par des algorithmes automatisés. Donc vous pensez que j'avais tort de dire que cette figure était quelque peu dépassée par l'évolution du temps. Il est encore plus vivant aujourd'hui que nous ne pouvions le penser. C'est la démonstration de votre livre ou c'est votre conviction de citoyenne ? Eh bien, les deux à la fois. Si mon livre a pu en convaincre quelques lecteurs et en convaincre d'autres, eh bien, j'en serais tout à fait ravie. Merci beaucoup. Merci d'avoir restitué pour nous la vie d'Émile de Girardin, Adeline Wrona. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, déjà très célébré par plusieurs critiques. Il est vrai que quand on parle des journalistes, on a plus de chances, je ne veux pas minimiser la cause de ce succès, mais on a plus de chances d'être apprécié ou en tout cas évoqué par les journaux, non ? Oui, tout à fait. Les journalistes aiment qu'on parle d'eux et donc parlent de ceux qui parlent d'eux. Rien que d'honorable après tout. Ce livre s'appelle Émile de Girardin, le Napoléon de la presse. Collection hors série, Connaissance Gallimard 2025. Merci beaucoup, merci Adeline Wrona d'avoir été à ce micro. Vous trouverez une bibliographie plus complète, vous le savez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, sur notre site, avec les références des documents sonores que je vous ai proposés. Et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission, comme toutes celles que nous avons produites depuis 2011. L'Humanité, le Figaro, François. Les travailleurs ont le droit de savoir. La princesse portait un nouveau chapeau. Zizi place 17, gagnant 22. Venez chercher des mots, puisqu'il vous faut des mots. Et puis soyez heureux. Et tandis que Edith Piaf chante Kiosque à journaux sur une musique de Claude Léveillé et des paroles de Michel Rive-Gauche, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée aujourd'hui par Inès Benslama, réalisée par Camille Maty, avec à la prise de son Michael Simon, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Delphine André. Passagère étant couvert. 3 pièces cuisine moquette, très bonne affaire. La poitrine sera plus haute au printemps. Mon linge a vraiment la blancheur du blanc. La princesse